Le silence de Paul Biya, ces dernières années, ces semaines, ces mois, n'est pas un vide neutre, il n'est pas simplement l'absence de parole ou de communication, il est au contraire une forme de langage, un langage silencieux qui dit beaucoup, qui intrigue, qui inquiète, qui fait naître des spéculations. Et lorsqu'on observe attentivement la scène politique camerounaise, on comprend que ce silence ne peut être interprété qu'à travers le prisme d'une réalité plus large, d'un système qui a longtemps reposé sur la centralité du président, sur sa capacité à incarner le pouvoir, à structurer les institutions, à gérer les ambitions internes et à projeter une image de stabilité. Et dans ce contexte, tout mutisme devient un signal, un indicateur potentiel d'enjeux internes, de tensions, de repositionnement, de stratégie. Et pour comprendre si ce silence cache une crise interne, il faut d'abord accepter que le pouvoir au Cameroun n'est jamais monolithique, qu'il est composé d'un ensemble d'acteurs aux intérêts parfois convergents, parfois divergents, et que ces acteurs se déplacent dans un espace où l'influence, le contrôle des ressources et l'accès aux leviers de décision sont essentiels. Et dans un tel espace, l'absence de communication centrale peut être la conséquence de multiples facteurs, allant de la prudence stratégique à la nécessité de recalibrer les alliances, en passant par la gestion de conflits latents ou la préparation d'une transition. Et cette lecture suppose une analyse fine des structures internes, des relations entre les ministres, les généraux, les leaders régionaux, les responsables du parti au pouvoir, le RDPC, ainsi que des acteurs économiques qui jouent un rôle dans la stabilité politique. Et c'est précisément dans cette combinaison de forces que l'on peut identifier des indices d'une crise interne potentielle, car un silence prolongé peut révéler la difficulté du président à arbitrer entre des factions, à maintenir la discipline au sein du parti, à gérer les rivalités locales ou à anticiper les mouvements sociaux. Et cette incapacité relative, même temporaire, à intervenir publiquement peut laisser entrevoir une fragilité du système, ou du moins la nécessité de réajustements internes. Et cette hypothèse prend encore plus de poids lorsqu'on considère le contexte historique, le long mandat de Paul Biya, sa gouvernance personnalisée, sa dépendance à un réseau de loyauté complexe et le vieillissement de l'appareil dirigeant. Car dans ce type de configuration, le moindre déséquilibre interne peut produire des effets visibles, et le silence devient un outil pour observer les réactions, pour mesurer les forces en présence et pour maintenir un contrôle discret sur les dynamiques émergentes. Et ce contrôle, loin d'être passif, est souvent actif dans sa subtilité, car il permet au sommet de mesurer la loyauté des acteurs, d'anticiper des contestations, de neutraliser discrètement des ambitions, de préparer la recomposition des alliances et de décider du moment opportun pour s'exprimer ou agir. Et c'est précisément cette combinaison de calcul, de prudence et de surveillance qui rend le silence à la fois inquiétant et stratégique, car il ne reflète pas seulement l'absence de crise, il peut être l'expression d'une crise contenue, gérée, encadrée, et cela explique pourquoi les analystes observent attentivement chaque déclaration, chaque absence, chaque déplacement, chaque ajustement ministériel ou régional, car tous ces éléments deviennent des indices de la dynamique interne du pouvoir. Et dans cette lecture, le silence du président peut indiquer que des arbitrages difficiles sont en cours, que des tensions entre générations, entre factions ou entre intérêts économiques se manifestent, et que la capacité à maintenir l'unité et la stabilité dépend de décisions prudentes et stratégiques. Et cette prudence peut apparaître extérieurement comme un retrait, une absence, une inaction, mais en réalité, elle peut être la forme la plus sophistiquée d'action politique, car elle préserve la capacité à agir au moment opportun, à surprendre les observateurs, à sécuriser le système et à éviter que les tensions internes ne se transforment en crise ouverte. Et c'est cette dimension stratégique du silence qui rend la question fascinante et essentielle, car elle montre que la communication présidentielle n'est jamais neutre, qu'elle est toujours calibrée, qu'elle est toujours liée aux équilibres internes, aux attentes de la population et aux pressions internationales, et qu'un mutisme prolongé peut être l'indicateur de forces en jeu que l'on ne perçoit pas immédiatement, mais qui façonnent la gouvernance et le pouvoir. Et lorsqu'on combine cette observation avec la présence de figures politiques de l'opposition comme Maurice Kamto, avec la montée d'exigences sociales, économiques et démographiques, avec les tensions régionales, avec les attentes internationales, on comprend que le silence peut être un outil de contrôle, mais aussi le signe d'une nécessité de gestion de crises potentielles. Et c'est précisément cette dualité, à la fois stratégie et vulnérabilité, qui nourrit les spéculations sur une crise interne, car elle montre que le pouvoir ne se mesure pas uniquement
uniquement au discours, aux cérémonies ou aux décrets, mais à la capacité à maintenir les équilibres, à contenir les conflits, à arbitrer les ambitions et à sécuriser la continuité du système, face aux pressions internes et externes. Et dans ce contexte, le silence devient un indicateur, un instrument d'observation et un révélateur de tension, car il est impossible de séparer l'absence de parole de la dynamique interne. Et c'est cette interdépendance qui fait du Cameroun un cas fascinant, où la stabilité apparente peut cacher des ajustements profonds, des tensions latentes et des stratégies de recalibrage. Et c'est pourquoi la question de savoir si le silence de Paul Biya cache une crise interne ne peut être tranchée par des observations superficielles. Elle exige une lecture fine des structures de pouvoir, des alliances, des rivalités, des mouvements internes, des décisions économiques et sociales, car chaque absence de communication, chaque ajustement discret, chaque silence prolongé est potentiellement le reflet d'un arbitrage délicat, d'une réorganisation interne ou de la gestion de tensions qui ne doivent pas devenir visibles. Et cette capacité à gérer en silence, à orchestrer des mouvements internes sans déclencher de chaos, est elle-même un indicateur de compétence politique, mais aussi un révélateur des fragilités potentielles du système. Et c'est exactement cette combinaison de maîtrise et de vulnérabilité qui rend la situation actuelle du Cameroun à la fois complexe, fascinante et digne d'une analyse approfondie, car elle montre que le pouvoir ne se joue pas dans les actions visibles et invisibles, dans les paroles et dans le silence, dans la capacité à anticiper, à arbitrer et à sécuriser la continuité du système face aux pressions internes et externes.